Bon, qu'il me soit permis d'entrer et de remercier vivement le Collège de France et les organisateurs de cette journée pour leur invitation. En relais de la présentation d'ensemble qui précédait, celle d'Éric Langereau, c'est le domaine qui est à la fois sectoriel mais bien vaste du climat, de l'énergétique, des ambiances que Jean-Louis Cohen m'a demandé d'aborder. Je le ferai sur un mode plus signalétique, théorique et critique, en essayant de ne pas trop me laisser entraîner dans la rétrospective. Je prendrai pour point de départ et repère dans le temps l'année 72, qui est la première année de fonctionnement du Corda, conformément donc aux conclusions du rapport d'André Lichner-Rovisse. Faut-il rappeler que cette même année, 1972, Denis Meadows donne la teneur du rapport du Club de Rome et publie The Limits to Growth, alors que se tient à Stockholm la conférence dite du sommet de la Terre. Dans le registre de l'énergie, toujours en 72, il convient de signaler la clairvoyance de l'instance professionnelle des architectes britanniques qui consacre un numéro de leur journal à une réflexion sur la question énergétique, appelant une mobilisation et mettant en exergue parmi les protagonistes concernés la figure de Alexander Pike. Ce dernier, enseignant et chercheur à Cambridge, avait développé un prototype de maison totalement autonome et fortement médiatisé, sa réalisation ne dépassant pas malheureusement le stade de la maquette à grande échelle dont l'image s'affiche ici. Sur fond de choc pétrolier, ces exemples viennent interférer avec la campagne de 1974 de René Dumont et l'apparition sur la scène politique de la question de l'écologie. Elle commence à marquer les esprits parmi ceux qui s'engagent dans l'enseignement et la recherche. Les premiers appels d'offres du Corda en 1974 et 1976 entraînent un début de stabilisation des personnels, permettent l'émergence de quelques équipes qui se structurent à partir de thématiques de recherche bien identifiées. La carte qui suit localise celles plus directement impliquées dans les registres de la climatologie, de l'énergétique et de l'environnement. Le tour en est rapidement bouclé. Il s'agit du groupe ABC à Marseille, du Greco à Toulouse, du CERMA à Nantes, du Cresson à Grenoble. Deux noyaux aux effectifs plus réduits étaient actifs, l'un à l'Aix-UP6, Georges et Jeanne-Marie Alexandrov, puis Pierre Lefebvre, un autre à Strasbourg, autour de Philomène Miller-Chagas. On verra que ce premier semis va connaître une réelle pérennisation dans les décennies qui suivront. Le numéro de septembre 1977 de l'Architecture d'aujourd'hui, dirigé, vous le savez, par Bernard Huet, pose la question « Quelle architecture solaire ?» La réponse donne le privilège aux réalisations pionnières d'outre-Atlantique, celles de Steve Baer, de David Wright, d'Edward Mazria. À une échelle plus conséquente, au spectaculaire projet de centre informatique d'Emilio Ambas à Mexico City, avec son immense paroi photovoltaïque et son nuage protecteur. La revue met aussi en exergue les projets et projections de cité énergétique de Georges Alexandrov, mais il apparaît clairement que le versant français est pauvre en réalisation. À partir de 1978, les éditions marseillaises Parenthèse vont jouer un rôle actif dans la diffusion des principes de ce qui se définit alors comme architecture du solaire ou architecture bioclimatique. En regard de l'engagement dominant des premiers zélateurs sur l'habitat individuel, l'équipe de Nantes, où j'ai été directement impliqué, aborde plus nettement l'échelle urbaine. Elle prend surtout le parti du développement de l'appareillage numérique et du recours à une informatique encore bien rudimentaire pour traiter les questions d'ajustement climatique et solaire. Il faudra toutefois attendre 1986 et les stations de traitement d'images pour obtenir simultanément résultats de calcul et représentation. Elles génèrent une imagerie objectivante, mais sont aussi capables de restituer des visions esthétisantes plus allusives. Les puissances de calcul allant croissant,
la gamme des simulations solaires s'enrichisse par des évaluations des apports thermiques, des écoulements aérodynamiques, voire des phénomènes sonores. Ces travaux sont progressivement reconnus par la communauté scientifique des sciences dites dures. La logistique du collège ne permet pas de montrer qu'effectivement, on peut faire de la simulation numérique et de la sonorisation de synthèse avec les outils en question. La première réflexion dans le cours de cette élaboration instrumentale parfois laborieuse n'est pas sans lien avec le propos du livre de Rainer Banham. Elle nous amène à revenir au rivage de la discipline et conduit à mettre en œuvre notre outillage pour une relecture des édifices de la modernité. On a pu ainsi vérifier que ceux de Wright ou d'Aalto étaient exemplaires à beaucoup de titres en la matière. En revanche, les recherches, notamment celles de Daniel Siret, et les bilans précis de l'ensoleillement des cités radieuses montraient bien les erreurs que Le Corbusier perpétuait au 35 de la rue de Sèvres, ceci en dépit de mises en garde experts dont on retrouve trace dans les archives. A contrario, la maison de Stabio fonctionnait parfaitement, s'est constitué ainsi, pas à pas, un corpus sélectif d'édifices de référence. En parallèle, par le perfectionnement et le chaînage des modèles radiatifs et thermoaéroliques, se dégageait une gamme d'instruments atteignant un niveau véritablement opérationnel. Il permet d'attester d'une réelle applicabilité dans les séquences de conception et d'ajustement projectuels. Retenons son utilisation récente sur le projet de l'atelier Christian de Porzampar pour l'ensemble du tripode à Nantes. Des bilans qui sont des bilans d'ensoleillement, des bilans énergétiques, aérodynamiques. Autre exemple, celui de la confluence à Lyon. Dans ce dernier cas, les simulations opérées sont plus ambitieuses. Elles traitent des phénomènes solaires, climatiques, dans leurs interactions avec les formes urbaines en termes de piégeage, de masques, de diffusion, d'échanges infrarouges, d'écoulement aérodynamique et d'évapotranspiration. Elles permettent des bilans microclimatiques complets et l'évaluation énergétique précise par couplage avec un modèle thermique de l'incidence de la végétalisation des surfaces au sol. On pourra à juste titre objecter que ce genre de bilan opère sur des configurations déjà fixées, en aval des phases projectuelles de détermination de la forme. Il faudrait pouvoir développer plus longuement les outils de modélisation inverse qui ont cherché à battre en brèche cette limitation. Ce sont 12 thèses qui ont été soutenues sur la question depuis 1988. Donnons seulement ici trace d'un des maillons terminaux de cette chaîne que représente le travail de Vincent Tour. Dans sa thèse soutenue en 2007, il propose une procédure informatisée de restitution d'un effet lumineux donné sur ce croquis par définition automatisée d'un percement. Le percement et le résultat. En partenariat avec les ateliers Jean Nouvel et ses associés sur le projet du musée d'Abu Dhabi, Vincent Tour a appliqué sa méthode inverse pour proposer une répartition des percements de l'immense coupole qui vient couvrir l'ensemble et filtrer le rayonnement solaire en fonction d'un différentiel d'éclairement souhaité sous la coupole dans les espaces du musée. On pourrait multiplier les exemples de mise en œuvre de ce type d'instrument dans la sphère opérationnelle. La seconde mutation d'ampleur dans le cours de ces travaux est intervenue très précisément en 1991,
lors du lancement par la direction de l'architecture des premières filières doctorales. Elle devait prendre appui sur les laboratoires des écoles. Dans notre domaine, le Cresson de Grenoble et le CERMA de Nantes avaient été associés au CNRS, mais chacun ne disposait pas de la masse critique permettant l'accueil en nombre des doctorants. Malgré l'éloignement géographique, le Bureau de la recherche imaginait une fusion et nous demandait de faire part d'eux sous l'égide des ambiances. Le terme était apparu en 1968 sous la plume de Roger Cadiergue, éminent spécialiste du génie climatique. L'union avait nécessité la mise en œuvre d'un dispositif pionnier de téléenseignement. Le CNRS venait conforter ce rapprochement, fédérant en 1996 les deux laboratoires dans l'unité mixte de recherche multisite Ambiance, toujours active à ce jour. À la rencontre de la riche expérience du Cresson sur la socio-anthropologie de l'espace sonore et sur la méthodologie des enquêtes in situ, nous avons pris la bonne mesure de l'importance d'une prise en compte attentive du vécu multisensoriel à la confluence des courants de pensée, du pragmatisme, de la phénoménologie, à la lumière des travaux du psychiatre Ludwig Binswanger, élève de Jung, ami de Freud, féru de phénoménologie. Il définit dans Le rêve et l'existence, j'ai une petite permutation, vous m'en excuserez dans ma projection, Paul Ricoeur devait apparaître après, mais vous l'avez vu et vous le connaissez. Donc Binswanger, féru de phénoménologie, définit dans Le rêve et l'existence un espace thymique, distinct de l'espace géométrique, marqué par des directions existentielles propres, également à l'espace onirique. Michel Foucault introduit en 1957 la première traduction en français de son livre. Il faudrait aussi s'étendre plus longuement donc, sur l'apport de Paul Ricoeur, précisant en matière d'ambiance la primauté du sentiment à la rencontre du réflexif et de l'affectif. Celle très contemporaine de Peter Sloterdijk, proposant le conditionnement climatérique comme modèle insigne du séjour humain sur la planète, associant climatisation symbolique et ingénierie atmosphérique pour caractériser un véritable courant refondateur. Les uns et les autres conduisent à dépasser l'hégémonie des apparences pour faire place à la Stimmung, à la tonalité, en un basculement qui vient traduire la profondeur et l'importance de l'expérience sensible, la prégnance de l'existence incarnée d'un sujet pris dans les dynamiques de la mobilité, dans les interactions du partage. Mais à ce propos, et en cette maison, il serait difficile aussi de passer sous silence l'importance de l'éclairage apporté par Philippe Descola, la combinatoire de la physicalité et de l'intériorité qui régit son modèle des quatre ontologies s'avère précieuse pour la constitution du champ ambiental des architectes, à la croisée des catégories du naturalisme et de l'analogisme. En regard de ces référentiels théoriques, il a fallu trouver les traductions applicatives et développer une véritable projectuelle ambientale. Pour ce faire, en regard des modélisations objectives des phénomènes physiques, ce sont des objets intermédiaires, moins rigides, qui se sont progressivement dégagés. On pourrait parler à leur propos de soft modeling, de semi- ou de pseudo-modèles. Pour exemplifier brièvement ces derniers, on citera les travaux de Jean-François Goyard et Henri Torg sur les effets sonores, ceux de Grégoire Chelkov sur les prototypes, de Yannick Lecor sur les patterns ambiants, de Nicolas Tixier sur les transects, associant aux représentations conventionnelles de la coupe les contenus de la parole usagère à propos d'ambiance. Mais faut-il souligner qu'en regard de ce prototypage instrumental et expérimental, les architectes se sont fait d'ores et déjà dans leur pratique les avant-courriers de cette exploration novatrice. Sous l'égide
d'une architecture atmosphérique ou météorologique, Peter Zumthor ou Philippe Rahn, contribuent entre autres et brillamment à la confortation de ce courant. En termes d'action scientifique collective, il s'est structuré en 2008 sur le mode d'un réseau qui regroupe actuellement 35 laboratoires ou équipes internationales sur 3 continents. Il organise tous les 4 ans un colloque international. Celui de 2012 a fait l'objet d'un partenariat avec le Centre canadien d'architecture. Les actions régionales d'échelle plus modeste, comme celle de Tunis en 2014, sont prévues à mi-parcours dans l'intervalle des 2 ans. Une revue en ligne bilingue a également été lancée. Les 4 équipes du canal historique français en font partie. Nous les retrouvons sur cette carte des thèses soutenues dans le domaine. Le bénéfice de l'ancienneté explique le poids des productions doctorales nantaises et grenobloises, respectivement 47 et 30 thèses depuis 1997. Mais l'amorçage à Bordeaux, à Toulouse et à Nancy est prometteur. La thèse en énergétique urbaine de Marion Bonhomme a été primée par la communauté des urbanismes. C'était également le cas pour celle de Fanny Lopez à Paris. Son remarquable travail doctoral sur la déconnexion et l'autonomie vient de faire l'objet d'une belle publication. Charline Wessenstein, à Nancy, a élaboré pour sa thèse un outil d'assistance à l'éco-conception. Ces travaux sont la plupart du temps inscrits dans les programmes de l'ANR, comme celui sur la ville durable, dirigé par Marjorie Musy à Nantes. Les équipes de la recherche architecturale sont intégrées, partie prenante, dans les actions d'un comité scientifique sur les grandes questions du moment, réchauffement climatique, transition énergétique, protection des ressources. Leurs compétences en matière de morphologie urbaine et de modélisation climatique se sont constituées dans les permanences longues du travail en laboratoire. On sait bien que les temporalités de celui-ci sont davantage celles de la sylviculture que du maraîchage saisonnier. À mi-chemin de ces extrêmes, je terminerai cette intervention en élargissant le champ du panorama à l'action significative que représente le programme interministériel et interdisciplinaire sur la thématique de l'énergie, Ignis Mutatres. Il a été lancé en 2011 et piloté par le Bureau de la recherche architecturale urbaine et paysagère. Il a succédé à ceux de 2002, Art, Architecture, Paysage, puis de 2006, Architecture de la grande échelle. Il associe au ministère de la Culture et Communication le ministère de l'Écologie et du Développement durable, l'Atelier international du Grand Paris, Veolia Environnement, l'Institut pour la transition énergétique VDECOM. Le programme a organisé, sous forme d'appel à propositions, 3 sessions en 2011, 2012 et 2013 pour des recherches d'une durée de 2 ans, disons convenablement dotées. Seule la première session, qui a retenu 8 projets sur les 29 soumis, est actuellement achevée. La deuxième a permis de sélectionner 4 projets. Celui de Toulouse, sur la frugalité énergétique à Chandigarh, une recherche sur les figures de la performance énergétique à l'école de Paris-Belleville, tandis que la résilience énergétique de la dorsale est de Paris était traitée à l'école de Marne-la-Vallée et que la place de l'habitant dans la fabrication énergétique des écoquartiers faisait l'objet de la recherche conduite à Paris-la-Villette. Ce sont 5 projets qui viennent clore le programme en 2013, celui de Rennes sur les estuaires et l'énergie des marées, celui grenoblois et stéphanois traitant de la transition énergétique en milieu rural, enfin 3 projets portant sur le poids énergétique des mobilités à Strasbourg, à Paris-Malaquais et à la Sapienza de Rome en partenariat avec Paris-la-Villette.
L'appel à propositions insistait sur la nécessaire ouverture internationale du programme et sur l'exigence d'implication active dans la pédagogie des écoles d'architecture. Les évaluations correspondantes devront porter sur la totalité des 3 sessions, mais on peut toutefois relever, en regard de la dominante des localisations régionales du noyau historique, un net rééquilibrage au bénéfice des écoles de la région parisienne. Revenons un temps sur la première session. Il est difficile de faire plus ici qu'un repérage à minima des équipes, des thématiques et des projets. Signalons aussi brièvement la recherche dirigée à Bordeaux par Serge Briffaut sur la relation entre énergie et paysage à propos des équipements hydroélectriques des montagnes de l'Europe du Sud. Toujours à Bordeaux, le travail comparatif de l'équipe de John Ken Fitzsimons sur la mobilité durable des métropoles de Bordeaux, Cincinnati et Curitiba. À Lyon, l'équipe animée par François Fleury visait l'amélioration de la cohérence énergétique et usagère des opérations de requalification d'un parc social de logements à Villeurbanne. À Montréal, une approche comparative avec Paris et Chicago abordait sous la férule d'Alena Prochaska le potentiel énergétique de la canopée urbaine des toitures. La question de la consommation énergétique urbaine parisienne était traitée selon une visée historique par l'équipe d'Emmanuel Gallo, tandis que la recherche sur les figures de l'entropie des métropoles transfrontalières était conduite à Versailles sous la responsabilité de Philippe Potier. Pour parachever cette énumération, concluons sur 2 projets qui traduisent une interaction fructueuse entre modélisation et activité projectuelle. Celui dirigé par Paola Vigano à l'Institut de Venise, à l'Institut universitaire d'architecture de Venise, vient s'inscrire dans la voie ouverte par William McDonough et Michael Braungart dans leur ouvrage de 2002, Cradle to Cradle, et non pas to tomb, sur le recyclage intensif. La recherche a donné lieu à des bilans comparatifs fouillés entre l'agglomération parisienne et la ville diffuse de la Vénétie. Elle propose des scénarios alternatifs, mais qui sont assortis de projets. Nous avons le privilège d'accueillir Paola Vigano à ce colloque, et elle pourra vraisemblablement évoquer ce travail. Le travail mené sous la responsabilité de Raphaël Ménard, en collaboration avec une équipe du Politecnico de Milan, part d'une solide analyse des flux de transformation d'énergie allant de l'échelle planétaire à celle des bassins versants plus locaux. Il a privilégié les représentations à l'aide des diagrammes de Sankey, mais n'esquive pas la question du projet en proposant les lanières captantes d'infrastructures solaires urbaines. Elles viennent réactiver la veine un peu tarie des mégastructures utopiques. Le volet pédagogique a intéressé le diplôme d'études approfondies architecture post-carbone de l'école de Marne-la-Vallée et à Paris-Belleville, le studio du 30-30, où Alain Dervieux poursuit le travail du groupe UNO et la pédagogie d'Henri Siriani. Un outil performant d'analyse énergétique a été mis à la disposition des étudiants, tant à Marne-la-Vallée qu'à Paris-Belleville, au prix de quelques difficultés dans cette dernière école. L'équipe a également été très active sur le terrain de la compétition internationale Solar Decathlon en 2012 et 2014. Il faudrait développer plus avant et souligner l'intérêt de la mobilisation des écoles d'architecture pour ce concours, passant par la réalisation de prototypes et la confrontation avec les problèmes constructifs. Il est l'occasion de collaborations stimulantes associant les écoles d'ingénieurs et bien sûr les équipes de recherche.
les questions de densité et d'urbanité s'y font jour et mettent en cause certains travers du villagisme solaire. Les écoles d'architecture françaises s'y distinguent. Le projet rhône-alpin Canopéa de Grenoble, lauréat à Madrid en 2012, proposait des petits immeubles collectifs avec captage photovoltaïque et végétalisation. En 2014, le projet Phileas des Nantais, recyclant un édifice existant, se voit classé second, à moins d'un point du projet des Romains du prototype Rome for Density. Nous resterons sur cette image de l'enthousiasme euphorique des vainqueurs en juin 2014. Un grand merci pour votre attention.